Peut-être que tu viens d'apprendre ou réapprendre que tu pouvais te nourrir et te soigner avec les plantes sauvages. Peut-être que tu as découvert une de mes vidéos sur les réseaux sociaux où je parle d'une plante sauvage et de la façon dont je les cueille et je les utilise. Et je voudrais te prévenir quand même que la cueillette n'est pas sans risque. Il n'y a pas zéro risque pour la cueillette. Donc j'ai décidé de faire un podcast entièrement dédié au risque de la cueillette. Comme ça, tu seras au courant de des risques. Je parle pas de risques légaux, même si on va en parler un petit peu en fin de podcast. Là, je parle vraiment des risques pour ta santé. La façon dont tu vas accueillir, les endroits où tu vas accueillir vont être importants. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. On va aussi voir, donc on va commencer par voir un petit peu d'où vient la cueillette, quels sont traditionnellement, pourquoi est-ce qu'on cueille. Comme je disais, t'as peut-être appris qu'on pouvait utiliser les plantes sauvages pour se nourrir et se soigner, mais c'est aussi quelque chose qu'on va réapprendre, qu'on doit réapprendre, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Donc on va voir depuis jusqu'où ça remonte et quelle est la dernière tradition, quelle est la dernière fête qu'on célèbre en rapport justement avec cette cueillette des plantes. Ensuite, on va voir comment éviter les risques, comme je disais, avec 3 règles qu'on va un petit peu voir en détail. Donc ça va être un petit peu un podcast si déjà toi tu fais très attention, t'es déjà un petit peu, on va dire, parano au niveau de l'hygiène par rapport aux plantes et tout, donc c'est peut-être pas un podcast pour toi, t'es déjà bien calé. Mais si t'es un petit peu en confiance ou tu fais pas vraiment attention, t'as pas conscience que tu peux pas t'empoisonner, on va dire, mais si carrément tu peux avoir des parasites mortels qui peuvent être transmis par les plantes. Et ben voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut éviter tout ça. Il n'y a pas que les parasites, on peut aussi se tromper de plantes, il y a plein de règles par rapport à tout ça. Donc on va voir tout ça dans ce podcast. On verra aussi que le risque zéro finalement n'existe pas. C'est pour ça que je disais, même en mangeant une simple salade que tu as achetée au supermarché, tu peux aussi avoir quelques parasites ou autres problèmes, et on va voir comment être vraiment sûr de ne prendre aucun risque. Et puis, comme je disais, en fin de podcast, on va parler un petit peu de législation autour de la cueillette assez rapidement. Donc voilà, comme je disais, la cueillette, ça vient de longtemps, ça vient de loin, c'est ancestral. L'homme a toujours fonctionné, voilà, on était chasseurs-cueilleurs, donc on utilisait les plantes sauvages, les plantes dans la nature, les plantes de notre environnement, pour nous nourrir et aussi pour nous soigner, et ça on le fait depuis très longtemps. On l'a aussi donc oublié, hein. Aujourd'hui on a oublié qu'on pouvait utiliser les plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. Et je dis oublié parce que et encore oublié comme je voulais comme je disais, on va le réapprendre, et on l'a oublié pendant une petite période. Là, il y a eu une période à la fin du XXe siècle où ça a vraiment été complètement oublié, et c'est revenu un petit peu dans les années, je crois, 70-80. C'est revenu un petit peu comme ça, la tradition de la cueillette, s'intéresser aux plantes pour soigner, pour se nourrir. C'est revenu en France, du moins, aux alentours des années 70-80. Je crois que c'était dans les Cévennes, c'était un petit peu plus d'informations là-dessus, mais je crois que ça s'est un peu retrouvé. C'est un peu, il y a une renaissance des plantes sauvages et de leur utilisation dans les Cévennes. Et maintenant, voilà, c'est de partout, c'est aussi sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui revient, et il nous reste une fête, la fameuse fête de la Saint-Jean. C'est la dernière fête qui nous reste en rapport avec ces plantes sauvages. C'est le 24 juin qu'on célèbre la fête de la Saint-Jean, où on va aller cueillir, voilà, il y a plein de choses autour de cette fête, où on cueille les plantes, et on fait des bouquets, on offre des bouquets, où on les met à la porte,
où vraiment quand on remonte à cette origine à l'origine de cette fête, eh ben on va plutôt mettre des bouquets de fleurs séchés dans le feu. Et donc comme je disais, c'est l'une des dernières traditions qu'on tient de nos ancêtres, pardon. C'est vraiment une tradition qui est très très vieille, qui remonte à plus de environ 10 000 ans, là où on a fait cette transition, où on est passé de chasseurs-cueilleurs à sédentaire, on a commencé à développer l'agriculture, on a commencé à sédentariser, on a commencé à cultiver nos propres plantes pour nous nourrir et pour nous soigner. Parce qu'on avait besoin, justement, on était de plus en plus nombreux sur les terres, et on avait du coup moins en moins de plantes à disposition, parce qu'à partir d'un moment, vu qu'avant je vais pas rentrer dans les détails sinon ça va durer des heures et des heures, mais avant, pour justement quand on utilisait les plantes, on arrivait à un endroit, on le dépouillait, on va dire, et on laissait l'endroit se recharger. Ensuite on trouvait un autre endroit pour se nourrir, etc., etc. Et au bout d'un moment, il y avait tellement de tribus, on va dire, qu'il n'y avait plus assez d'endroits, il n'y avait plus assez de temps pour que les systèmes, les écosystèmes se régénèrent. Et du coup, c'est là où on a commencé à cultiver nos propres plantes pour justement éviter ce problème. Mais bon, on va pas aller dans le détail dans tout ça. Mais en gros, c'est une fête qui remonte à très longtemps, 10 000 ans. Et en fait, c'est une fête qui vient de la dernière ère glaciaire, donc il y a 10 000 ans. Et en fait, il y avait un glacier la glace, voilà, avait envahi la France, l'Europe. En France, on avait de la glace jusqu'au Massif central, si je me trompe pas, oui, c'est ça. On avait de la glace jusqu'au Massif central. Et voilà, on était dans une période glaciaire, donc il faisait très froid. Et les Européens, les Français, ceux qui étaient sur le territoire français à l'époque, eh ben, s'ils n'avaient pas le feu, si on n'avait pas inventé le feu, entre guillemets, si on n'avait pas découvert le feu, eh ben, on n'aurait pas survécu. Et donc c'était toute une symbolique autour, il y avait toute une symbolique autour du feu. C'est voilà pourquoi peut-être aujourd'hui on aime surtout le feu, le soleil. C'est une symbolique qui est quand même assez ancrée en France. Peut-être voilà, on aime bien quand il fait beau, on aime bien quand il fait soleil, ça fait toujours du bien. Bon, après je pense que c'est pour tous les hommes pareil, mais voilà. Mais je commence vraiment à m'étaler, il va falloir que je fasse un peu plus court. On parle des risques des plantes et là je commence à raconter des histoires ancestrales. D'ailleurs, si ça vous saoule, dites-le en commentaire, et si ça vous plaît, dites-le aussi en commentaire, et pensez à vous abonner. Mais en gros, voilà, en France, on a une grosse symbolique, c'est un symbole pour nous, le soleil, le feu, alors que par exemple en Afrique, c'est plutôt l'eau qui est plutôt importante pour célébrer la vie, etc. Parce que l'eau est rare, et nous, à l'époque glaciaire, le soleil, la chaleur était rare, donc c'était, voilà, le soleil, c'était une symbolique, d'où la fête au solstice d'été, d'où le feu. Et aussi voilà, on récoltait des plantes chaque année, on récoltait des plantes pour la fête de la Saint-Jean. On en faisait des bouquets, on les faisait, on les utilisait ou pas, on faisait des sortes de bouquets. Je crois qu'en fait on gardait le bouquet un an, et chaque année on brûlait dans le feu qu'on faisait brûler toute la nuit, on faisait un grand feu toute la nuit, et on brûlait les plantes de l'année dernière qu'on avait cueillies, et on en cueillait de nouvelles pour célébrer le solstice d'été. Voilà, donc en gros, voilà, pour nous, c'était une grande symbolique, le feu, le soleil, la chaleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence peut-être à basculer vers une nouvelle symbolique qui est plutôt l'eau, où on commence à manquer d'eau, où voilà, on essaie de faire revenir aujourd'hui, comme par exemple avec l'hydrologie régénérative, où on va penser les jardins, penser les cultures, penser nos fermes, etc., en fonction de l'eau, en fonction de la circulation de l'eau, parce que aujourd'hui elle prend vraiment beaucoup plus d'importance, comme quoi voilà, les temps changent, et donc voilà, on va pas s'étaler trop là-dessus, on va pas trop s'étaler là-dessus, hein, et donc voilà. On va en parler un petit peu plus, hein. Après, en fait, une fois que cette ère glaciaire s'est terminée, donc on a commencé à faire de l'agriculture, et à partir de ce moment-là, on n'était plus trop chasseurs-cueilleurs. On était, voilà, on commençait à vraiment récolter, enfin sélectionner même les plantes par rapport à les plantes qui ont le plus de rendement, les plantes les plus faciles à cultiver, les plantes les plus faciles à récolter. On a fait toute une sélection pendant ces 10 000 dernières années.
qui aujourd'hui en résulte des cultures qu'on a aujourd'hui qui sont très restreintes, mais qui sont aussi qui ont un gros rendement, qui sont faciles à cultiver, faciles à récolter. Mais aujourd'hui, il y a d'autres problématiques, on va pas rentrer en détail là-dessus. Mais voilà, donc on a gardé petit à petit, de génération en génération, on s'est transmis des graines qu'on a sélectionnées avec les meilleures caractéristiques. On a même fait des croisements pour créer, on va dire, des nouvelles variétés, tout simplement en forçant la pollinisation des plantes, on va dire. Parce que dans la nature, la pollinisation, le croisement des plantes, il y a un croisement qui se fait naturellement. Mais nous, on a un petit peu forcé ça, on a un petit peu essayé de contrôler ça pour créer des variétés qui correspondent encore plus à ces caractéristiques de rendement, de facilité de culture et de récolte. Mais voilà, en gros, dans la nature, ça se fait déjà. Mais voilà, on va pas rentrer plus en détail là-dessus. On va passer aux risques. On va passer à comment éviter les risques et les 3 règles, justement, de la cueillette pour éviter les risques pour sa santé, principalement. On en parlera un petit peu pour la législation en fin de podcast. Mais on va parler déjà pour ta santé, comment éviter les risques. Et la première des règles, c'est identifier, être sûr à 200% avant de cueillir, avant de cueillir une plante, parce que voilà, les plantes, il y a des plantes qui se ressemblent, il y a des plantes qui sont d'un côté comestibles et de l'autre toxiques, voire mortelles, qui se ressemblent, comme par exemple la ciguë et la carotte sauvage, qu'il ne faut pas confondre. Donc on va identifier les caractéristiques clés des plantes, les caractéristiques, les clés d'identification, ça peut être les fleurs, ça peut être les fruits, ça peut être la disposition et la forme des feuilles surtout, ça peut être aussi la présence ou non de poils sur la plante ou sur certaines parties de la plante. Et c'est Gérard Dussert qui dit que l'absence de caractéristiques est une caractéristique. Donc une plante qui à un endroit n'a pas de poils, c'est une caractéristique qui permet d'identifier une plante, comme par exemple je disais la carotte et la ciguë à ne pas confondre. La carotte, elle a des poils et la ciguë, elle n'a pas de poils. C'est une des caractéristiques qui permettent de les différencier, de les identifier. Il faut d'autres caractéristiques. Il faut qu'il y ait parfois, pour être sûr que c'est une plante, on va pas juste dire elle a pas de poils, c'est la bonne plante. Non, il y a plusieurs caractéristiques à on va dire valider pour qu'on soit sûr que c'est la bonne plante. Donc ça, c'est important. Et attention, l'odeur, c'est pas une caractéristique. C'est vrai qu'on est débutant, on se dit ouais, c'est bon, ça sent la menthe, c'est de la menthe. Non, l'odeur, c'est pas une caractéristique. C'est pas stable, parce qu'en fait une plante, suivant la météo, suivant l'environnement, elle peut changer d'odeur. Donc vraiment faire très très attention à ça. Comme je disais, donc la forme des feuilles, la disposition des fleurs, la présence ou non de poils sur la tige, c'est une clé d'identification. L'odeur, c'en est pas une. Il y a un bouquin, je mettrai le lien dans la description, j'avais déjà parlé, c'est la flore complète portative de France, Suisse et Belgique, de Gaston Bonnier. C'est vraiment la référence où là, tu as vraiment les caractéristiques, les clés d'identification des plantes. Moi je m'en sers assez souvent, et en général, pour quelle que soit la plante, on la trouve dans ce bouquin. Il y a vraiment beaucoup de plantes dans ce bouquin, donc n'hésite pas c'est un petit peu technique, mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est hyper facile. On retrouve assez facilement les informations qu'on cherche. C'est vraiment des informations de comment reconnaître la plante par rapport à ces clés d'identification. Donc voilà, après tu as bien sûr des applications de reconnaissance comme PlanteNet, pareil. J'ai fait des articles et des podcasts complets là-dessus, donc tu peux aller voir sur mon site internet dans la rubrique comprendre le vivant, et là je parle des plantes sauvages, des fois du castor, etc. Et donc voilà, après on peut aussi demander conseil à des experts avec des photos, avec des échantillons. Alors les pharmaciens devraient normalement connaître, mais bon, c'est plus une priorité aujourd'hui, donc tu peux pas aller en pharmacie forcément demander. Après j'ai jamais essayé vraiment, donc tu peux aller essayer, mais tu peux aussi te contacter des herboristes, des naturalistes près de chez toi pour être sûr que tu te trompes pas. mais voilà, déjà c'est la première règle
pour pas s'empoisonner, pour pas avoir de soucis de santé en consommant les plantes, c'est d'être sûr à 200% qu'on cueille la bonne plante. Et ensuite, voilà, on peut l'accueillir et on peut la consommer, s'en servir, faire des remèdes, et, etc., etc. La deuxième règle, c'est on va éviter les zones polluées. Ça peut paraître tout con, mais on va éviter les zones polluées. Donc, on va s'éloigner des champs et des jardins cultivés parce qu'on sait que, justement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le jardinier ou le cultivateur, le paysan met dans ses champs. On ne sait pas s'il met des produits, des pesticides, des herbicides, fongicides, tout ça. Donc on ne sait pas, donc on ne cueille pas. Et au moins on n'a pas de risque, quoi. Si s'il y a des traitements phytosanitaires qui sont appliqués sur les plantes et aux abords. Donc voilà, quand on voit des cultures, tout ça, en gros, hein, je vais te résumer le truc des zones polluées. C'est là où tu vois l'humain, tu laisses tomber, tu cueilles pas, tu t'éloignes le plus possible, tu vas au fin fond de la forêt. Et là, tu n'auras presque aucun risque, parce qu'il y en a quand même des risques, tu verras. Mais c'est vrai que autour de là où on urbanise, là où on est là, c'est souvent pollué. Donc voilà, on évite les champs et les jardins cultivés. On évite aussi donc les bords de route, parce que on a les pollutions des carburants qui vont se déposer sur les routes, les huiles, les carburants, etc. Et avec la pluie, ils vont être lessivés, puis ils vont aller sur les bords des routes. Donc voilà, on évite vraiment les bords de route. On évite aussi, bien sûr, les usines, parce que on sait pas ce qu'elles rejettent dans l'eau. Les ruisseaux aussi, ils vont aller déborder, ils peuvent polluer les plantes. Il peut y avoir aussi donc des détritus, je sais pas comment on dit, mais des polluants atmosphériques qui vont venir se déposer sur les plantes. Donc on évite aussi les usines. On évite aussi les chemins de fer. Pareil, les chemins de fer, c'est pas très bon pour la santé, on va dire, parce que pareil, quand le train passe, ça brasse pas mal de poussière, et il y a plein de polluants, mais notamment je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais les bois qui font les chemins de fer comme ça là. À la perpendiculaire des grandes tiges en fer là, comme ça, t'as des bois comme ça. J'ai pas du tout le vocabulaire du cheminot, hein, mais ces bois, ils sont traités, mais ils sont imbibés de polluants. Après voilà, il y a sûrement plein d'autres choses qui font que toute la poussière autour des chemins de fer, ça va pareil se déposer sur les plantes, et après si on cueille la plante, même si la plante est comestible, après on mange ces poisons, et du coup c'est pas bon pour nous. Donc on évite aussi les chemins de fer, on évite les décharges, parce que pareil, dans les décharges, il y a plein de trucs qu'on met qui sont plein de polluants, plein de métaux lourds, et avec la pluie, avec aussi le brassage de la poussière, ça peut atteindre la terre, les plantes, le feuillage des plantes, etc. Et en parlant de métaux lourds, je vais pas rester faire un débat là-dessus, mais faut savoir aussi que c'est pas parce que le sol est pollué que la plante est polluée, parce que la plante elle récupère pas tout dans il y a des plantes qui vont avoir tendance à puiser les métaux lourds, alors que d'autres vont ne pas du tout les puiser, donc elles vont pas avoir de métaux lourds en elles. Donc il y a certaines plantes qui absorbent plus ou moins les métaux lourds. D'ailleurs, il y a un grand débat avec la renouée du Japon. N'hésite pas à faire un débat dans les commentaires. Mais voilà, la renouée du Japon, il y en a qui disent qu'elle absorberait les métaux lourds. Il y en a d'autres qui disent qu'elle absorberait pas les métaux lourds, mais ça serait plutôt un champignon en symbiose avec elle, et que les métaux lourds passeraient par le champignon et pas par la plante. Voilà, il y a plusieurs... on ne sait pas vraiment, en fait. J'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps. J'ai questionné pas mal de grands botanistes, on va dire. Quand je suis allé au Festival Mère Nature, là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont fait des scientifiques au niveau phyto, et des herboristes et des naturalistes, etc., etc. Et en fait, il n'y en a pas un qui a le même discours. Donc... Et j'ai fait aussi pas mal de recherches, et j'ai fait aussi des vidéos sur justement la renouée du Japon, et je me suis pas mal fait insulter dans les commentaires.
Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en fait, on sait pas. On sait pas si les métaux lourds passent par la plante, on sait pas s'ils passent par des champignons, on sait pas en fait. Donc la renouille du Japon, ça reste quand même pour moi, entre parenthèses, faire attention quand même à cette plante, ne pas trop en consommer. D'ailleurs, encore une aparté, si c'est la première fois que tu manges une plante, par exemple, c'est la première fois que tu vas manger du pissenlit, et ben tu vas pas te faire une grosse salade de pissenlit, tu vas pas te faire si c'est de l'ortie, tu vas pas te faire une grosse salade ou une grosse poêlée d'ortie. Quand on consomme une plante pour la première fois, on va plutôt faire attention, tu vois, on va manger quelques feuilles, quelques fleurs, on va voir comment est-ce qu'on réagit, c'est un peu comme tout, on a des allergies avec certains aliments, avec les plantes sauvages, c'est pareil, surtout que les plantes sauvages, c'est des plantes où on n'a pas l'habitude, c'est des plantes qui sont très chargées, donc en nutriments, en minéraux, en oligo-éléments, etc., beaucoup plus que les plantes qu'on a l'habitude de manger, les plantes qu'on cultive. Voilà, les plantes qui poussent naturellement dans la nature, elles sont très chargées, donc elles peuvent être aussi justement très difficiles à digérer. Et donc voilà, on va essayer, quand on essaye une nouvelle plante, on va y aller avec parcimonie, voir comment notre corps réagit. Et une fois qu'on s'habitue à cette plante, on sait que nous, ça nous fait pas grand chose, ça nous fait du bien, pas du bien, ça, voilà, à ce moment-là, on peut dire là je vais commencer à manger un petit peu plus, tout ça. Donc toujours faire attention quand on consomme une nouvelle plante. Voilà en gros pour les parenthèses de parenthèses. Mais voilà, à savoir que même si certaines plantes n'absorbent pas les métaux lourds, on va quand même s'abstenir d'aller aux abords des champs et des jardins cultivés, aux abords des bords de route, aux abords des usines, aux abords des chemins de fer et des décharges pour éviter les polluants et les métaux lourds dans les décharges, etc., etc. Il y a aussi les polluants atmosphériques. Bref, on a compris. Ça, c'était pour la deuxième règle de la cueillette. Et la troisième règle, ça va être cueillir en hauteur. Privilégier les jeunes feuilles. Donc, sujet compliqué, on va parler justement des parasites, des maladies, etc. Et en gros, pour éviter les parasites naturels, qui peuvent être justement qui peuvent être toxiques, voire mortels pour nous, on va plutôt cueillir la plante en hauteur. Donc, au moins 50 cm de haut. Alors oui, il y a certaines plantes, comme par exemple le pissenlit, on en parlait, comme par exemple le plantain, qui sont des plantes qui poussent, elles, plutôt 10, 15, 20 cm, quoi. Elles vont jamais aller plus haut, rarement aller plus haut, on va dire. Et donc, il y a un risque, et donc c'est problématique. Alors, pour ça, il n'y a pas vraiment de solution, c'est faire attention, faire preuve de bon sens. On va éviter les chemins où il y a les animaux, etc., etc. On va en parler un petit peu plus là, ce sera plus simple, parce que justement ces parasites vont être déposés par des animaux, par la faune sauvage. Ça va être la faune, les carnivores, ça va être aussi les ruminants, donc on va dire la faune domestique. Mais en gros, il n'y a pas de risque, il y a toujours un risque. On va pas, comme je disais, on va pas devenir parano et plus rien faire, ne plus rien cueillir, parce que voilà, on va essayer de faire preuve de bon sens. Quand tu es à un endroit où tu vois du plantain et en fait tu te demandes, est-ce que cet endroit il est sain? Tu regardes autour de toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages? Est-ce que les plantes elles sont écrasées? Est-ce qu'il y a des chemins où il y a des animaux domestiques qui peuvent passer avec des personnes qui vont promener leurs animaux domestiques? Est-ce qu'il y a pas mal de chemins de faune sauvage? On les voit, les chemins dans les forêts, là, les fameuses coulées des chemins comme ça qui partent dans la forêt, que les oiseaux, j'allais dire, que les animaux forment naturellement. Voilà, ça se voit quand on est dans un endroit où les plantes elles sont pas dérangées, elles sont pas piétinées, où c'est joli, c'est sain. Ça c'est voilà, c'est aussi faire reconnecter un peu avec son instinct, quoi. On sent que quand il y a un endroit qui est sain, quoi, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas de risque zéro, même dans les plantes de ton potager, même quand tu mets les mains à la terre, même quand tu mets les mains dans la terre, il y a un risque. Donc comme je disais, le risque, ça va être l'échinococose. Donc l'échinococose, c'est un parasite qui est dans la déjection des renards. Donc les crottes, on n'est pas souvent on dit que l'échinococose c'est la maladie du pipi de renard. Non, c'est un parasite qui est dans la crotte, qui est pas dans le pipi.
Donc déjà, il faut un petit peu déconstruire ça. Alors oui, il y a certains parasites comme la leptospirose qui peut se transmettre par les urines de rats, de ragondins, etc., etc. Mais la plupart du temps, quand on parle d'échinococose, de parasite échinococose, lui il est transmis pas par l'urine, mais par la crotte. Donc ça va être des crottes de renard, les crottes du loup, les crottes de chien, les crottes de chat aussi. En gros, tout ce qui est un peu carnivore, tout ce qui va manger de la viande, il me semble. Et en gros, voilà, ce parasite, il va être transmis par les crottes. Donc voilà, il y a beaucoup moins de risques que l'urine, mais il y a quand même des risques. Mais voilà, tu peux aussi avoir ton chien, ton chat qui a le parasite, qui le chope dans la forêt, après qui a le parasite et qui vient dans ton jardin faire une crotte. Donc voilà, aujourd'hui, l'échinococose, j'ai pas les chiffres. D'ailleurs, c'est une maladie qui peut se révéler aussi 10 à 15 ans plus tard. Donc voilà, faire attention à ça. Mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même assez rare que ce parasite soit là. C'est quand même pas de chance, hein. Il y a plein de gens qui ont des jardins, il y a plein de gens qui font de la cueillette, et il n'y a pas tant que ça de cas d'échinococose, mais il y en a quand même. Et comme je le disais, ça peut se révéler aussi 5, 10, 15, voire plus, 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, chez l'homme, quoi. Ça peut se déclarer beaucoup plus tard. Après, c'est une maladie qui peut, je crois que ça peut provoquer des kystes dans le ventre. Donc après, il faut faire un traitement, ou même on peut aller jusqu'à se faire opérer, je crois. Mais après, voilà, je te laisserai te renseigner. Donc on évite quand même les chemins, donc les crottes de renard, les crottes de chien, les crottes de loup. Donc si tu vois une plante à côté d'une crotte, en même temps, hein, j'ai envie de te dire, on va pas ramasser, instinctivement, on va pas le faire, mais c'est aussi pour rappeler ça. Donc voilà, il y a aussi un autre parasite qui s'appelle la douve du foie. Alors la douve du foie, c'est aussi un parasite. Je te laisserai aller voir un peu plus en détail si tu veux en savoir un peu plus. Et c'est un parasite qui peut être très toxique pour nous. Donc lui, il va se transmettre plutôt par les vaches, les moutons, tout ce qui est ruminant, chèvres, moutons, vaches, etc., etc. Le cheval aussi, je crois que c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et donc pareil, avec ça, on va éviter donc les champs où il y a les zones de pâturage, hein. Donc ça dépend où tu habites. Donc c'est vrai par exemple en Auvergne, en Normandie, on a beaucoup plus de zones où on va faire du pâturage. Donc on va éviter ces zones-là, surtout s'il y a un cours d'eau pas loin, parce que le parasite peut être déplacé avec les cours d'eau. Donc on fait très attention aux cours d'eau aussi. Et voilà, tout ce qui est zone de pâturage, on évite. Voilà. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser justement de ces il y a ce fameux truc où on nettoie la plante au vinaigre blanc, on rince bien la plante et normalement il n'y a plus de risque. Alors oui, ça va diminuer les risques, mais ça va pas les éliminer complètement. La seule façon d'éliminer complètement les risques de transmission de ces parasites, ça va être la cuisson. Alors soit tu fais blanchir tes cueillettes 1 minute à 100 degrés dans l'eau bouillante. Donc voilà, tu mets de l'eau à 100 degrés, bien bouillante, bien bullante, et tu fais ça pendant 1 minute, ou sinon, si tu préfères une cuisson plus douce, à 60 degrés minimum, et ben là, c'est plutôt 10 minutes à 60 degrés. Il y a aussi le séchage, le séchage à 45 degrés. Donc voilà, il faut avoir une machine un séchoir pour plantes où voilà, il faut que tu saches que c'est à 45 degrés en gros, et 2 heures de séchage à 45 degrés, pareil, ça élimine le parasite. Et voilà, après, comme je disais, le rinçage c'est pas mal aussi. Le rinçage au vinaigre blanc c'est bien aussi, mais c'est pas efficace ça va éliminer quelques parasites, mais
l'échinococcose, la douve du foie, là, ces parasites-là, eux, ils vont pas être éliminés. Donc vraiment, le seul moyen, c'est de faire attention quand on cueillir dans un endroit sain et faire une cuisson voilà, comme je disais, 1 minute à 100 degrés, 10 minutes à 60 degrés. Et tu peux aussi pulvériser la plante avec de l'alcool et un petit peu d'huile essentielle d'origan, origan compact, donc c'est Origanum compactum. C'est la plus antiseptique des huiles essentielles. Et après, tu peux rincer comme ça. Et ça, pareil, ça va éliminer pas mal de parasites. Mais le mieux, c'est vraiment la cuisson. Et après, le séchage. Et après, tu peux aussi faire du rinçage, etc. etc. Bref. Ça, c'était vraiment les choses les plus importantes. Les parasites, c'est vraiment important de faire attention à ça. Parce que voilà, ça peut provoquer des maladies qui sont pas top. Du coup, un autre parasite, on va dire, c'est le fameux tique. On n'en parle pas souvent, mais le tique, c'est aussi un risque quand on fait de la cueillette. Voilà, on va dans la nature, on est au contact des plantes et les tiques, ils peuvent s'attacher sur nos vêtements, etc., etc. Donc, on fait attention à nos vêtements. Moi, c'est vrai que je fais pas très attention. Mais voilà, le mieux, c'est de faire gaffe, mettre des pantalons, les chaussettes au-dessus du pantalon, mettre un col roulé, des gants. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué, c'est vrai, de se protéger par rapport aux tiques. Moi, j'ai quasiment chaque année, hein, je me fais manger par un tique. Voilà, j'ai un tique, et voilà, je fais attention, je l'enlève avec la pince, je vérifie qu'il n'y ait pas de soucis. Une fois, j'ai eu le truc. En fait, quand tu te fais le risque, c'est de choper la maladie de Lyme. Et en fait, après t'être fait piquer, le mieux c'est d'aller voir un médecin. Je donne pas de conseils médicaux, mais en gros, le mieux c'est d'aller voir son médecin, lui en parler, etc. Mais ce qu'il va te dire, en gros, c'est que si t'as pas la trace rouge autour de la piqûre qui apparaît quelques heures ou quelques jours après la piqûre, justement, il n'y a pas de risque de maladie de Lyme, mais le mieux c'est de faire une prise de sang pour voir si tu as ce parasite, quoi. Et donc voilà, moi une fois j'ai eu la fameuse trace rouge, et j'ai pris des antibiotiques pendant 2-3 semaines, hein, et du coup après j'ai fait des prises de sang, j'en ai fait plusieurs depuis, et je suis donc pas je suis négatif, donc c'est cool. Mais voilà, c'est un risque. Il y a des personnes qui attirent plus ou moins les tiques. Voilà, c'est comme ça. Il y a une science, je voulais en parler, c'est tu vas sur le site www.citic.fr et tu peux signaler quand tu t'es fait piquer. En fait, ça permet de faire de la science participative, et du coup, ça permet d'améliorer la prévention, parce qu'on a besoin d'en apprendre plus sur comment on a envie grâce à ces sciences participatives, on va pouvoir en apprendre plus sur l'écologie de la tique, on va dire, du tique. Je crois que ça se dit de la tique. Et voilà, quels sont les milieux où on se fait plus piquer par des tiques? Est-ce que l'influence de la météo est-ce que la météo a une influence sur quand est-ce qu'on va se faire piquer ou pas par une tique? Est-ce que le sexe, l'âge, ça a une influence aussi? On va pouvoir aussi cartographier là où il y a plus de tiques que d'autres, etc., etc. Ça va nous permettre de mieux comprendre le ou la tique. Je crois que c'est la tique, hein. Donc si tu veux participer à tout ça, tu vas sur citic.fr et tu peux signaler tes piqûres. Il y a aussi une application sur mobile. Donc voilà, en général le tique, il est souvent présent donc dans les zones boisées, dans les zones humides et aussi dans les prairies, dans les parcs. Voilà, c'est un petit peu partout, quoi, finalement, il y a des tiques. Donc voilà, donc après chaque cueillette, chaque balade, on va faire en sorte d'inspecter son corps de partout, voir s'il n'y a pas un petit tic. Et d'ailleurs, je pense que la grosseur du tic va aussi déterminer si oui ou non il va en général on se fait piquer par des petits tics. Tu vois, si t'es le premier à te faire piquer par un tic, normalement t'as pas de soucis, parce que il est pas allé sur un autre animal. Donc voilà, en général les petits tics, moi c'est souvent des petits tics, il y a moins de risques. Après je sais pas du tout si c'est vrai, mais d'ailleurs tu peux le dire en commentaire.
Mais je crois que les petits tiques, donc c'est moins risqué que les gros tiques. Logique, parce que le gros tique, il est allé sur plusieurs animaux et donc il peut avoir justement plusieurs... il peut avoir l'échinocoque, j'allais dire. Et la maladie de Lyme peut être présente parce que il est allé sur plusieurs animaux, donc la transmission est plus facilitée. Bref, donc comme je disais, après en rentrant d'une balade, on inspecte son corps. Et aussi, une petite astuce que j'utilise parfois, c'est quand tu te balades, tu prends un bâton et tu balayes, tu sais, parce qu'en fait le tique, lui, il va attendre sur les plantes, sur les brindilles des plantes. Tu vois, il y a souvent des brindilles comme ça qui viennent quand tu marches dans les chemins. Bah, tu as des brindilles qui vont se mettre sur ton pantalon, tu vas passer une brindille sur le visage, sur le bras, etc. Et le tique, lui, il est sur la brindille, il attend, et dès que tu passes, bah hop, il s'accroche à toi, et après, bah, il va trouver un endroit où te piquer, quoi. Et où il pique pas simplement, hein. En vrai, il te pique, et il reste, en fait, il enfonce ta tête dans ta peau, et après, il reste plusieurs heures, plusieurs jours, et il prend ton sang, et donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'inspecte en rentrant, parce que le tique, il reste longtemps sur soi. Et donc si toi, avant de balayer toutes ces herbes avec un bâton, tu les balayes avant ton passage, tu peux faire tomber la tique qui attend sur l'herbe au sol, et du coup tu diminues encore les risques. Mais après, il y a un ancien qui m'avait dit que les tiques aussi, elles peuvent se mettre sur les arbres et attendre sur les arbres. Et en fait, par rapport à notre odeur, sûrement aussi le dioxyde de carbone, oui, je crois que j'avais fait des recherches, c'est par rapport aussi au dioxyde de carbone qu'on rejette, la tique, elle va détecter qu'il y a un mammifère ou autre, et elle attend sur l'arbre comme ça. Et toi, si par exemple tu es sous l'arbre en train de discuter avec quelqu'un ou je sais pas quoi, et que du coup le dioxyde de carbone vient jusqu'à la tique, elle va se faire tomber exprès sur toi, et paf, tu vas choper une tique. Donc des fois aussi, on évite aussi dans la nature d'être trop statique. Alors je sais que c'est pas top comme conseil, parce que des fois c'est bien aussi d'être posé dans la nature. Et voilà, on aime bien aussi se poser dans la nature. Mais quand on voit qu'il y a quand même pas mal d'herbes, que les chemins sont pas entre guillemets très entretenus, à ce moment-là, on va quand même essayer de plutôt en balade, en mouvement, quoi. On va essayer de rester en mouvement. Comme ça, les tiques, elles peuvent pas vraiment nous détecter parce qu'elles nous voient pas, mais elles peuvent justement sentir le CO2. Donc, si on avance, on marche, les tiques qui sont perchées sur les arbres, elles ont pas le temps de nous repérer. Donc voilà, c'est aussi un petit conseil supplémentaire. Et en appliquant tous ces petits conseils, tu peux éviter les tiques. Donc voilà en gros pour les trois règles, hein, comme on a vu. Première règle, identifier les caractéristiques clés de la plante pour être sûr à 200%. La deuxième règle, on va éviter les zones polluées. Et ensuite, on va essayer de cueillir en hauteur, privilégier les jeunes feuilles. Et aussi, on va aussi faire appel à son instinct, hein. Si on voit qu'il y a eu beaucoup de passages, on va éviter pour justement éviter ces parasites. Et donc voilà. Pour finir, on parlait de réglementation, de législation. Donc déjà, première chose, on ne cueille pas une plante protégée. Il y a des plantes qui sont protégées, des plantes qui sont menacées de disparition. Et ces plantes-là, on ne les cueille pas. Pareil. Déjà, pour te renseigner, je t'invite à aller sur le site Tela Botanica, T-E-L-A Botanica, B-O-T-A-N-I-C-A. Et tu peux voir si la plante est protégée ou pas dans ton département. Des fois, elle est protégée dans certains départements et dans d'autres, non. Et pareil, si on voit que si par exemple tu veux cueillir du pissenlit, alors peut-être pas prendre l'exemple du pissenlit, mais par exemple, je sais pas, tu veux cueillir de la reine des prés, et à l'endroit où tu vois de la reine des prés, il n'y a qu'une seule reine des prés, on va pas la cueillir, on va la laisser fleurir, on va la laisser faire des graines, on va la laisser se disperser, et on va plutôt cueillir à des endroits où il y a beaucoup de plantes, et on cueille pas toutes les plantes, on en laisse une partie pour que la nature, on va dire pour que l'espèce puisse se régénérer, puisse continuer, parce que si tu cueilles toutes les plantes, tu les laisses pas fleurir et faire leurs graines, et pour certaines, tu provoques leur disparition. Donc quand on cueille, il y a cette fameuse règle où on va cueillir 1 ou 2 tiers maximum, je sais plus exactement la règle, mais je crois que c'est 1 tiers pour nous,
un tiers pour les autres animaux et un tiers pour la plante pour qu'elle puisse se régénérer. Donc on cueille toujours, ouais, moi c'est à peu près un tiers de la plante. Après c'est vrai que tu as des endroits où par exemple les orties ou le pissenlit, bah ça pour cueillir un tiers déjà ça fait une bonne récolte. Mais comme tu disais, il y a des plantes qui sont un petit peu moins prolifèrent, un petit peu moins qui prennent un peu moins de place, quoi, et celles-là il faut plutôt les laisser tranquilles ou cueillir. Si tu as 3 plants, bah tu vas juste en cueillir un, quoi. Voilà. Et l'autre législation, c'est que finalement on n'a pas le droit de cueillir tout simplement sur les terrains privés ou les terrains qui ont un propriétaire finalement. Et ça c'est compliqué, je t'avoue, parce que finalement tous les terrains ont un propriétaire, toutes les terres ont un propriétaire, que ce soit privé ou public. Donc c'est compliqué de respecter ça. Finalement, on aurait le droit de cueillir nulle part en fait, à part chez soi. Donc pareil avec ça, c'est un petit peu flou. Le truc, c'est toujours essayer de demander au propriétaire, même si finalement c'est pas toujours facile. Et puis à certains endroits, comme je disais, des fois on va chercher à se reculer, à être dans la nature plutôt reculer pour éviter tous les parasites, et à ce moment-là c'est compliqué de croiser le propriétaire du terrain. Donc voilà, tant qu'on fait une cueillette raisonnable, pour moi c'est bon, hein. On a tous cueilli on a tous ramassé des châtaignes, on a tous ramassé de l'ail des ours. Donc au bout d'un moment, voilà, on fait les choses avec conscience, on suit son instinct. Voilà, le bon sens, on retrouve le bon sens, hein, et tout va bien se passer. On fait pas des grosses cueillettes, et si c'est possible, on demande au propriétaire l'autorisation, et ça permet d'échanger, de rencontrer. Donc voilà, c'est positif dans tous les cas. Je t'invite aussi à écouter un autre podcast que j'ai fait, c'est un peu la suite, on va dire, de ce podcast, sur le séchage des plantes. Voilà, je te mettrai le lien en description. C'est un podcast où je parle un petit peu de cueillette, comment cueillir et comment sécher surtout les plantes dans des bonnes conditions. Je parle de séchage par exemple pour faire des tisanes ou autres petits remèdes. Pas du séchage pour éliminer les parasites, mais vraiment l'art de la cueillette et du séchage, je vais pas y arriver. Donc en gros, comment tu fais une petite armoire pour sécher les plantes chez soi. Donc voilà, je te mettrai le lien en description. Et si tu veux mettre en place ton herbier numérique sur ton smartphone, un herbier qui te permet d'apprendre à reconnaître les plantes, n'hésite pas à aller jeter un œil aussi dans la description. Je te mettrai un lien où tu pourras aller découvrir mon herbier numérique et mettre en place le tien sur ton smartphone, synchronisé à ton ordinateur avec les photos des plantes, comment les reconnaître. Voilà, tu vas vraiment apprendre à les reconnaître et aussi apprendre plein de choses sur les plantes. Et c'est pas un herbier qui est déjà, on va dire, tout prêt à utiliser, mais c'est à toi. Justement, c'est le concept de l'herbier. C'est juste un outil dans lequel tu vas, au travers de tes cueillettes, au travers de tes découvertes des plantes, l'alimenter avec des photos, avec des informations. Et cet herbier va te permettre de... Voilà, il y a une fonction qui est bien, qui est intéressante pour justement te permettre de réviser toute l'année. Il est vraiment optimisé pour la révision. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil sur tout ça dans la description. Et puis pense à t'abonner, à partager ce podcast, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer, ça soutient le podcast. Et puis voilà, sur ce, je te laisse et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!